là. Donc, oui, aujourd'hui c'est international. Donc, bonjour, welcome. Après ça, je sais pas. Il faudrait que je trouve d'autres mots après. Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, on fait le deuxième pas vers la physique quantique. Donc, c'est vraiment ce pas-là qui était vraiment le point de départ que le monde a commencé à croire, ah oui, les choses peuvent être quantifiées. Donc, le phénomène, donc là, on partait, c'est con, mais la physique moderne, donc vraiment la physique, donc souvent, là, présentement, on émet des théories, puis on essaie de trouver des expériences qui vérifient ces théories-là. À l'époque, l'avancement de la science était moins prononcé, donc on voyait des phénomènes, mais on n'était pas capable nécessairement de les expliquer. Un de ces phénomènes-là, qu'on avait de la misère à expliquer, c'était qu'est-ce qu'on appelait l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, c'est quelque chose de très simple. C'est quand on éclairait un métal avec la lumière, on constatait, selon, il y avait des paramètres, des électrons qui étaient éjectés du métal. Donc, certains électrons étaient arrachés lorsqu'on éclairait. Et là, je regarde si je fais une faute de français. Électrons arrachés d'un métal éclairé, donc c'est le métal qui est éclairé, parfait, par la lumière. Donc ici, on va juste expliquer l'expérience, et après ça, on va aller peu à peu vers la mathématique du phénomène, et vous allez voir que la mathématique du phénomène est vraiment simple. Donc ici, j'ai mon schéma. Donc ici, j'ai ma plaque que je vais éclairer, et c'est cette plaque-là qui a des électrons qui vont être arrachés. Donc, généralement, le système est mis dans un système à vide parce qu'on ne veut pas que les électrons qui sont arrachés soient captés par des atomes de gaz, puis on ne soit pas capable de détecter ces atomes-là, ou encore qu'il y ait une oxydation due à l'air de la plaque qu'on éclaire, parce que c'est vraiment, il faut que la plaque soit vraiment propre pour faire l'expérience. Donc, ici, normalement, c'est une bulle de verre qui laisse passer la lumière. Donc, ici, on éclaire avec la lumière la plaque métallique. Donc, la lumière est absorbée par la plaque. Et qu'est-ce qu'on voit? Oh, on voit des électrons qui sont arrachés. Donc, des électrons qui sont arrachés ici, qui sortent avec une certaine vitesse V. Et le but, c'est capable de voir, vraiment de détecter ce phénomène-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans le phénomène? Donc, c'est un circuit fermé. Vous avez ici un ampèremètre qui permet de mesurer la quantité de charge qui va y avoir dans le circuit. Et pour être sûr que les électrons s'en vont rejoindre l'électrode qui mesure, qui capte le phénomène. Donc, on rajoute une pile. Donc, en rajoutant une pile, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un potentiel plus grand ici, positif, négatif. Et là, on pourrait aller avec la physique simple. Ah, des moins sont attirés par les plus. Donc, c'est-à-dire que les électrons, au lieu de se promener n'importe où, seront attirés par cette électrode-là et ils vont se mettre à circuler dans le système par la suite. Donc, on est capable de voir, oui, vraiment, l'effet photoélectrique existe. J'éclaire la lumière, je mesure un courant dans ce cas-là. Mais il va y avoir quelque chose de particulier. Donc, on va terminer avec le montage, on ne reviendra pas ici. Généralement, dans l'effet photoélectrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser la pile. Normalement, c'est une pile variable, donc une pile qu'on peut changer la valeur. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Donc, ça veut dire que ce côté-là va être négatif, ce côté-là va être positif. Les électrons qui vont être émis, j'ai un moins, ils vont être repoussés. Or, dépendant de la vitesse, si c'est une vitesse assez grande, ils vont être capables de se rendre jusqu'à l'autre électrode pour faire un courant. Si la vitesse n'est pas assez grande, donc il arrive, c'est comme un vent qui nous repousse. Donc, si je vais assez vite, je suis capable de traverser le vent et me rendre de l'autre côté. Mais dans d'autres cas, l'électron va dire, ma vitesse n'est pas assez grande, donc il va rebousser le chemin pour revenir vers l'autre électrode. Donc ici, en jouant avec la tension de la pile, on est capable de trouver la vitesse maximale des électrons qui sont émis. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai des électrons qui sortent, parce qu'ils ne sortent pas tous avec la même vitesse. Donc, j'ai une vitesse maximale qui apparaît ici. Le but, c'est de trouver la tension qui permet d'arrêter ces électrons-là tout juste avant qu'ils atteignent l'autre électrode. Donc, ici, on veut que la vitesse soit devenue 0 dans ce cas-là. Et là, on peut trouver un lien entre la tension de la source et la vitesse
des électrons qui sont émis dans ce cas-là. Donc, c'est le principe de conservation d'énergie qui dit quoi? Qui dit que la variation d'énergie cinétique dans un système plus la variation d'énergie potentielle, U, comme ceci, est égale au travail extérieur ou au travail non conservatif. Donc ici, l'électron qui est émis, quand il voyage de cette plaque-là à cette plaque-là, il n'y a pas d'agent extérieur qui agit qui apporte de l'énergie à l'électron ou qui veut enlever de l'énergie. Donc c'est un système fermé ou isolé. Donc si vous avez un système isolé, l'énergie mécanique sera conservée. Qu'est-ce que delta K ici? Donc delta K, c'est tout simplement K final moins K initial ici. Delta U, c'est Q fois delta V ici. Tout ça est égal à 0. Dans ce problème-là, qu'est-ce qu'on a? Comme on veut immobiliser les électrons, je vais continuer ici, mon K final, ça égale 0, va disparaître. La charge qui voyage ici, c'est quoi? C'est un électron, donc c'est une charge négative. Donc, la charge élémentaire, on le définit en électricité comme E. Et comme c'est une charge négative, donc ce sera moins A ici. Et pour la différence de potentiel, donc il faut regarder quand initial à final, est-ce que je fais une hausse ou une chute de potentiel? Donc notre delta V, on passe d'un plus à un moins. Donc potentiel plus grand, un potentiel plus petit. Donc c'est que si on mettait un voltmètre, on mesurait un delta V négatif dans ce cas-là. Et si on mettait ça ici intérieur, donc ceci c'est 0, donc il nous reste moins K. On va juste dire moins K dans ce cas-là, qui sera en fin de compte notre K max, donc le plus grand K qu'on peut avoir, sera égal à moins, plus, on va garder un plus, moins E, fois moins delta V ici. Tout ça est égal à 0. Donc les deux moins s'annuleraient ici. Donc on aurait moins K max. Si on envoie ça de l'autre côté, ça fait moins E fois delta V. Et on voit encore les moins peuvent se simplifier. Et on arrive à cette première équation-là, qui est donc c'est juste une équation de physique mécanique conventionnelle, qui dit quoi? Qui dit que l'énergie cinétique maximale des électrons, qui pourrait être aussi calculée comme une demi mv carré. Donc ici, on va utiliser la forme conventionnelle. Donc même si on a vu dans le chapitre 5 que l'énergie cinétique pourrait être gamma moins 1 mc carré. Donc ici, les électrons qui sont émis ne sont pas assez rapides. Donc, OK, ils sont quand même rapides, ça va être peut-être du 10 à la 5, du 10 à la 6, mais c'est quand même 100 fois inférieur à la vitesse de la lumière. Donc ici, on peut faire l'approximation que la vitesse, c'est une vitesse non relativée. Donc on peut prendre une demi mv carré pour l'énergie cinétique. Donc c'est égal à E. Donc ici, dans ce cas-là, il faut faire attention. E, c'est la charge élémentaire. Donc ici, le signe a déjà été inclus. Donc E, c'est la valeur absolue. Et le delta V aussi, ce serait la valeur absolue. Et ce delta V-là va porter un nom particulier. On va appeler ça le potentiel d'arrêt. Donc, c'est le potentiel qui permet d'immobiliser tous les électrons qui sont émis par la plaque. On a expliqué, bon, le montage, donc comment on pouvait voir, mesurer différents paramètres pour l'effet photoélectrique. Là, maintenant, on va passer au bug. Pourquoi les théories qui existaient à l'époque ne fonctionnait pas avec les observations de l'effet photoélectrique. Donc ici, l'effet photoélectrique, donc on éclaire une plaque, un objet métallique, donc la lumière est absorbée par les électrons sont émis par la suite. Quels étaient les bugs ici dans cette théorie-là? Qu'est-ce que la théorie des ondes devait prédire et pourquoi ça... Bon, pas pourquoi, mais quelles sont les observations qui faisaient que ça buguait dans ce cas-là? Donc, première chose, si j'éclaire avec la lumière très intense, donc lumière très intense, c'est-à-dire une lumière qui a beaucoup d'énergie. Donc, si j'éclaire avec beaucoup d'énergie, les électrons devraient absorber beaucoup d'énergie. Donc, si ça a beaucoup d'énergie, la vitesse qui devrait sortir devrait augmenter. Donc, c'est-à-dire que le Vmax devrait devenir, plus que l'intensité lumineuse est grande, plus que le Vmax sera grand. Or, au point de vue expérimental, quand ils font l'expérience, que la lumière soit faible pour une même longueur d'onde, pour une même couleur, qu'elle soit d'intensité faible ou d'intensité grande, on observe que le Vmax reste le même. Donc là, il y avait un bas. Donc ici, l'intensité lumineuse, avec le modèle des ondes, ça ne fonctionnait pas. Deuxième chose qui ne fonctionnait pas, donc on sait que la lumière aussi, l'intensité ou l'énergie qui est accumulée dans l'onde lumineuse dépend de la longueur d'onde.
Donc, plus que la longueur d'onde est grande, moins qu'il y a d'énergie lumineuse dans le système, plus que la longueur d'onde est petite, plus que dans l'onde, il y aurait de l'énergie dans ce cas-là. Donc ici, si on prend une lumière avec une faible énergie, avec une grande longueur d'onde, qu'est-ce qui devrait arriver dans ce modèle? Donc c'est sûr qu'ici, j'éclaire avec une lumière qui a une grande longueur d'onde qui a peu d'énergie. Donc dans ce modèle-là, qu'est-ce que ça prédit? Ça veut dire, OK, donc une onde, c'est comme un flux qui arrive à l'électron. Même si ce flux-là d'énergie est faible, l'électron va absorber ce flux-là, et à un certain moment donné, il va avoir assez d'énergie accumulée qui va pouvoir sortir. Or, dans le modèle ou dans les expériences, ils sont aperçus que ça ne fonctionnait pas, que si j'avais une certaine lumière, à partir d'un certain seuil, j'avais beau éclairer très 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 longtemps, il n'y a rien qui se passait. Donc là, il y avait un seuil à partir duquel, oui, là, la lumière a assez d'énergie pour sortir les électrons. En dessous de ce seuil-là, même si j'éclairais des heures et des heures, aucun électron sortait. Donc là, c'était les défaillances du modèle que la lumière était une onde. Et là, il est arrivé un nobody. Personne ne le connaît presque, c'est pas grave. Donc, il s'est mis à travailler au McDo. Je m'excuse pour tous ceux et celles qui travaillent au McDo. Donc, c'est le fameux Einstein. Donc, Einstein, lui, a émis une nouvelle théorie à propos de la lumière. Donc là, Einstein, c'était un autodidacte, donc il n'a pas seulement lu les travaux de Planck sur le rayonnement du corps noir, donc que les échanges d'énergie sous forme de particules concrètes, discrètes dans ce cas-là. Donc, il s'est dit, pourquoi que la lumière, ok, la lumière est une onde, mais pourquoi la lumière ne serait pas une particule d'énergie qui a une énergie qui est donnée par H fois F ou HC sur lambda. Donc, c'est là qu'est vraiment né le concept de photon. Donc, la lumière est une onde, mais la lumière est aussi une particule d'énergie. Et lui, dans son modèle, tu vois, c'est super simple. Un électron dans le système ne peut absorber qu'un seul photon. Donc, c'est qu'ici, il absorbe une certaine quantité d'énergie. Si cette quantité d'énergie-là est assez grande, l'électron va pouvoir sortir. Si cette quantité-là n'est pas assez grande, là c'est pas clair, c'est quoi comment l'électron détermine si le photon, je l'absorbe ou non. Soit qu'il absorbe puis le réémet tout de suite, ou qu'il absorbe pas. Non, avec ça, je peux rien faire, je peux pas sortir. Donc, un électron absorbe un photon. Et avec ça, on peut démontrer qu'il y a vraiment un seuil à partir duquel l'effet photoélectrique se fait. Donc, si le photon a pas assez d'énergie, l'électron, soit le laisse passer ou l'absorbe et le réémet par la suite sans rien faire dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment basé que la lumière est maintenant une particule d'énergie indivisible. Oh, ça c'est important. Donc, c'est indivisible. Donc, quand c'est absorbé, c'est tout ou rien. C'est soit qu'on absorbe tout ou, excusez-moi, qu'on le laisse de côté. Donc, avec ça, Einstein a élaboré son modèle. En fait, comme c'est solidé, et il l'a appliqué à le phénomène de l'effet photoélectrique pour démontrer quelles sont les conséquences de sa théorie. Donc, il a élaboré ça en 1905, et c'est le phénomène qui lui a permis d'avoir un prix Nobel. Donc, après ça, quand on regarde ça, donc, il a récupéré un peu l'idée de Planck, puis il a appliqué ça à l'effet photoélectrique, et vous allez voir que l'équation est super simple. Donc, ici, c'est seulement basé. Donc, ceci est mon photon, que je vais symboliser par ceci comme énergie. C'est seulement basé sur le concept de conservation d'énergie. Donc, énergie au départ sera égale à énergie finale. Donc, initialement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un électron qui est prisonnier du métal, et vous avez un photon qui a une certaine quantité d'énergie au départ. Donc, initialement, vous avez juste l'énergie du photon qui est dans notre système. L'électron absorbe l'énergie. C'est très bon de l'énergie de photon. Ça goûte le chocolat. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec cette énergie-là? Il va faire deux choses. Comme il est prisonnier du métal, il doit dépenser une certaine partie de cette énergie-là pour sortir. Donc, cette énergie-là, pour sortir,
c'est nommé par phi. On appelle ça le travail d'extraction. Donc, c'est le travail qu'il doit faire ou la quantité de joules qu'il doit dépenser pour sortir du métal. Donc, c'est en joules ici. C'est une caractéristique de chaque métaux à son travail d'extraction ou son travail d'extraction. Donc, généralement, on va vous donner, bon, là, c'est en joules, mais souvent, bon, c'est des choses qui sont très petites. Donc, souvent, on va le mettre aussi en EV. Donc, si vous voyez des choses en EV, donc un petit rappel, on peut les convertir en joules ou vice-versa. Donc, 1 EV, c'est 1,6 par 10 à moins 19 joules. Donc, le sodium avait un certain travail d'extraction, le magnésium, un autre travail d'extraction. Donc, c'est vraiment une caractéristique du métal. Et là, donc, un coup qu'il a dépensé une certaine quantité d'énergie pour sortir, qu'est-ce qu'a fait l'électron ici? Oh, l'électron, il sort avec une vitesse. Donc, le reste devient de l'énergie cinétique. Et généralement, on va s'intéresser, parce que ici, dépendant aussi de la profondeur d'électron qui sort, c'est sûr que le travail d'extraction va être plus grand ou plus petit. Donc, il peut aussi avoir des pertes en sortant, donc il peut avoir des collisions. Donc, généralement, on va s'attarder aux électrons qui sont vraiment proches de la surface. Et on va regarder le travail d'extraction, l'énergie cinétique maximale qui sort de ce système-là. Donc, ceci, donc si on remplace ça par celle-ci, donc l'énergie d'un photon, donc HF ici, on a l'équation de l'effet photoélectrique. Il reste une dernière chose au point de vue mathématique sur l'effet photoélectrique avant de passer aux aspects plus qualitatifs. Donc, on a vu, bon, il y a quelques secondes, que c'est juste basé sur la conservation d'énergie. Donc, l'énergie du photon est absorbée, une partie sert à faire sortir l'électron du métal et le reste devient de l'énergie cinétique. Or, on peut déterminer l'énergie cinétique des électrons en appliquant une différence de potentiel. Donc, l'équation peut devenir HF, l'énergie du photon, est égale au travail d'extraction, plus 1 fois delta V0, ou delta V0, des fois j'appelle ça le potentiel d'arrêt. Donc, c'est le potentiel qu'on doit appliquer pour arrêter tous les électrons qui ont sorti du métal. Or, ici, on peut, donc on a vu, donc j'ai expliqué tantôt que le concept d'onde n'expliquait pas certains phénomènes. Donc, on voyait qu'à partir pour certaines couleurs, donc on allait plutôt pour certaines couleurs, ça va être plus visuel, qu'il n'y avait pas d'effet photoélectrique, donc il y avait un seuil pour lequel l'effet photoélectrique commençait à apparaître. Ce seuil-là, c'est quoi? C'est quand la vitesse ici, ou K, j'aime mieux K parce que V, ça peut être le delta V ici, c'est quand l'énergie cinétique des électrons qui sortent est égale à 0. Donc, c'est-à-dire que si le photon qui est donné à l'électron n'a pas assez d'énergie pour faire le travail d'extraction, il n'y a rien qui se passe ici. Donc, pour trouver le seuil, qu'est-ce que ça veut dire? Le seuil, ce serait le moment où les électrons sortent à peine du métal, donc le K serait égal à 0, ou le delta V arrêt, ou delta V haut serait égal à 0 dans ce cas-là. Donc, si on pose ça égal à 0, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, dans votre livre, il utilise O pour seuil. Donc, FO, que je pourrais appeler F seuil. Donc, il y a une fréquence minimale que doit avoir la lumière pour avoir l'effet photoélectrique. Et ce F seuil-là, si on l'isole ici, c'est donné par le travail d'extraction divisé par la constante de Planck, qui est 6,66 par 10 à moins 34 joules seconde. Donc, il existe un seuil où l'effet photoélectrique commence et expérimentalement, c'est vraiment ça qu'on observait. Donc, si on regardait les mesures obtenues, donc du delta V arrêt en fonction de la fréquence, peu importe la durée de l'exposition, on voyait que, à partir d'un certain point, l'effet photoélectrique commençait et tout ce qui était en dessous de cette fréquence-là donnait aucun effet photoélectrique, donc il n'y avait aucun électron qui sortait. Donc par rapport à l'autre modèle de l'ombre, il n'y a pas de fréquence. Donc je vais juste laisser la plaque accumuler l'énergie, et à un moment donné, il y aurait eu des électrons qui auraient émergé de la plaque. Donc ça, c'était la première chose que, là, ça venait de prouver, donc ces équations prouvaient qu'il y avait un seuil, donc ça confirmait les observations. Et deuxième chose, je vous ai parlé de l'intensité lumineuse.
Donc ici, c'est sûr que j'aurais redessiné mon schéma ici. Donc, si on regardait, là, il faut que je trace ça de la bonne façon. OK. Delta V appliqué par la source en fonction du courant. Qu'est-ce qu'on observait ici? Peu importe l'intensité lumineuse qu'on éclairait, une lumière faible, une lumière forte, pour une même longueur d'onde. Donc, supposons que j'éclaire du bleu, beaucoup de bleu ou pas du bleu plus faible. Qu'est-ce qu'on observait? On observait que les courbes partaient de la même façon. Donc, partaient comme ceci et partaient comme ceci. Donc, ça serait une lumière intense. Et ça serait une lumière plus faible ici. Donc, c'est qu'est-ce qu'on observait. Or, dans le modèle, donc on voit ici que le potentiel d'arrêt, donc ça serait théoriquement notre delta VO. Donc ici, on change, OK, donc la tension changeait, donc ici, à partir d'un certain moment, ça devenait dans l'autre sens, et là, les électrons étaient toujours attirés. Le delta VO partait toujours du même point, donc ça indiquait qu'il y avait un genre de seuil qui était probable, tandis que dans l'autre modèle, ce delta VO-là devrait se déplacer. Donc, quand c'est intense, plus d'énergie, je devrais mettre un delta V plus grand. La seule chose qu'on voit ici, faible et intense, on voit que les courbes ne sont pas pareilles, donc on n'obtient pas le même courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes intense, on sait que l'énergie dans la lumière sera donnée par n fois l'énergie d'un seul photon. Donc, ça veut dire que si vous avez de la lumière intense, vous avez plus de photons par seconde qui arrivent sur la plaque. Donc, s'il y a plus de photons par seconde qui arrivent sur la plaque, en sachant que chaque électron n'absorbe qu'un photon, si j'ai plus de photons qui arrivent, j'ai plus d'électrons qui peuvent absorber des particules. Et si j'ai plus d'électrons qui absorbent des particules, j'ai plus d'électrons qui peuvent sortir. Et si j'ai plus d'électrons qui sortent, le courant qui circule dans le circuit, c'est le nombre d'électrons par unité de temps, va être aussi plus grand. Donc, on mesurait ces courbes-là ici et en appliquant le modèle d'Einstein de la lumière, que la lumière était aussi une particule d'énergie, ça fonctionnait. Donc, le modèle d'Einstein a révolutionné la manière qu'on voit la lumière, et on va voir que par la suite, il y a aussi d'autres conséquences à la notion de photon. Donc, on vient de voir quelque chose d'historique, donc quelque chose qui a permis de recevoir ou d'avoir un prix Nobel. Donc, même si quelqu'un dit « ouais, c'est moins élaboré que la relativité », donc la différence, pourquoi on n'a pas donné le prix Nobel pour la relativité? Parce qu'à l'époque, c'était difficile de faire des mesures qui pouvaient, hors de tout doute, la théorie de Einstein. Donc, il commençait à avoir des mesures, mais ce n'était pas prouvé à 100%, tandis que l'effet photoélectrique, donc c'était des montages relativement simples à réaliser. Puis là, c'était clair, donc là, on avait beau à mélanger la théorie de toutes les façons possibles et imaginables. Qu'est-ce que Einstein disait concordait à 100% avec les observations par la suite. Donc je suis content qu'on vienne faire un autre pas vers la physique quantique. Donc, on va en faire un troisième. Donc, le troisième, c'est plus, on va trébucher, on va voir pourquoi. Mais vous allez voir qu'on va se relever, puis on va se remettre à courir comme jamais qu'on a couru après. Donc, sur cela, je vous dis, yo tout le monde, et à la prochaine capsule.